Alors, j'interviens tout de suite sur la rencontre qu'il y a eu entre deux avocats et les procureurs du parquet financier national. Rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines. Cette rencontre a duré longtemps, très longtemps. Le parquet financier national prend très au sérieux la plainte qui a été déposée contre M. Lambert et son ancien directeur de cabinet. Je pense qu'il y a des relations aussi avec d'autres dossiers. Je ne peux pas en dire plus, c'était à la justice de faire son travail, mais certains ont pu imaginer à un moment que le fait que le dossier soit remonté au parquet financier national était une manière de l'étouffer. Je ne pense vraiment pas. Il faut savoir qu'au parquet financier national, il y a 12 procureurs, c'est un peu des incorruptibles. Ils ne gèrent que 200 dossiers à peu près, c'est-à-dire que chacun gère une dizaine de dossiers, ce qui est très peu pour des procureurs, et ils ont l'habitude d'aller au fond des choses, ils prennent ça très au sérieux. Ils n'étaient pas véritablement suffisamment informés sur l'affaire, finalement, de Nonan. Ils n'avaient pas conscience que le site tel qu'il était prévu était un site aussi énorme, dans une région aussi inadaptée. Ils étaient au courant, bien sûr, de ce que l'on avait mis dans la plainte, mais ils n'avaient pas mesuré. Donc il y a une relation qui s'est établie entre les avocats et les procureurs qui, je pense, peut être productive. Et je pense que je serai à la place d'Alain Lambert, j'arrêterai de dire que je ne suis responsable de rien. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il a écrit une lettre, alors même qu'on ne lui demandait pas, où il donnait son accord, un avis favorable à la création de ce centre. Tout ça est dans le dossier. Et son directeur de cabinet a lui-même une société de traitement de déchets qui a bénéficié d'avantages particuliers de GDE. Tout ceci est connu et ceci est avéré. Ça fait beaucoup de choses. Et il est certain que si Alain Lambert n'était pas intervenu comme il l'a fait auprès des ministres successifs, c'est-à-dire Jean-Luc Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet, il est probable que ce centre n'aurait pas vu le jour, ou peut-être dans d'autres conditions. Je rappelle qu'il est intervenu avant la fin de la période d'appel, et il est surtout intervenu juste après, c'est la fameuse lettre qui a été présentée par un journaliste, pour empêcher que Bertrand Maréchaux rouvre l'enquête publique, c'était sa volonté. Parce qu'il estimait qu'entre l'enquête publique qui a été faite en 2006-2007 et la décision du tribunal administratif de Caen d'autoriser en 2011, les 5 années qui avaient passé nécessitaient de mettre à jour cette enquête publique pour prendre en considération les nouvelles réglementations. Et c'est là que Lambert s'est mis en travers. Il ne voulait absolument pas que cette nouvelle enquête publique soit ouverte, et c'est la fameuse lettre qu'il a adressée à Nathalie Kosciusko-Morizet. Ceci est dans le dossier, le parquet financier fait vraiment son travail, et je crois que de ce côté-là, ils iront au bout des choses. Et s'ils doivent déceler des choses qui ne sont pas claires, ils les déceleront. Maintenant, c'est plus entre nos mains. Je pense qu'on a fait notre travail, et c'est à la justice de faire le sien. Alors, on a eu un certain nombre, depuis un mois qu'on s'est vu, on a eu un certain nombre de nouvelles intéressantes. Alors, je vais les prendre par rang de croissant. Vous vous souvenez qu'au mois de décembre, il y avait eu un jugement du tribunal de grande instance d'Argentan qui rejetait la demande de GDE de récuser les experts. Le GDE considérait que les experts faisaient un travail qui était exagérément en faveur des associations, en faveur des opposants. Il avait demandé leur récusation sous des prétextes tous plus scandaleux les uns que les autres. Et donc GDE a fait appel, mais a fait appel d'une manière un peu occulte. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais comme c'était auprès du TGI d'Argentan une requête, ils avaient la possibilité de faire appel sans respecter le contradictoire. Mais il y avait eu un contradictoire devant le TGI d'Argentan puisque nos avocats étaient intervenus. Bref, nos avocats ont fait en sorte que la Cour d'appel réinstaure le contradictoire. Les GDE, à ce moment-là, ça s'est passé il y a une dizaine de jours, s'est désisté. Donc il n'y a plus de demande de récusation des experts. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que comme ils n'arrivaient plus à combattre les décisions d'octroyer des expertises environnementales et hydrogéologiques, ils essayaient de discréditer les experts, tout simplement. Et comme la Cour de cassation, je vous l'avais annoncé, vient de prendre sa décision, les 2 décisions sont tombées, les 2 arrêts de la Cour de cassation sont tombés il y a une huitaine de jours, les expertises environnementales et l'expertise hydrogéologique sont définitives. On ne peut plus nous empêcher de faire ces expertises. Alors l'expertise environnementale, je vous rappelle, c'est simple, mais il fallait quand même l'obtenir. C'est la possibilité pour les riverains, représentés par les associations, de faire, quand elles le veulent, des prélèvements d'eau, d'air,
de terre pour mesurer le taux de pollution. Ça garantit, je dirais, en cas d'exploitation du site, que l'on sache exactement à quel niveau de pollution on se trouve. Ça n'avait jamais été fait. Cette notion d'expertise préventive environnementale n'existait pas en droit français. Aujourd'hui, elle existe et elle est validée par la Cour suprême, qui est la Cour de cassation. Ce qui veut dire que si par hasard GDE, mais ça semble de moins en moins probable, ouvre demain, il sera possible, toutes les fois qu'on l'estimera nécessaire, de faire des prélèvements et de mesurer le niveau de pollution. Et si la pollution atteint des niveaux trop élevés, d'attaquer GDE et l'État pour les dommages que cette pollution peut. GDE met sur son site et plane partout qu'il y a 100 mètres d'argile et qu'il n'y a absolument aucun risque et que la nappe phréatique est totalement protégée. Là aussi, on a un certain nombre de doutes, et Pierre de Brétizel et d'autres personnes disent que c'est pas de l'argile, que c'est des marnes argilo-calcaires, qu'il y a donc une perméabilité beaucoup plus importante qu'on ne l'imagine, et que là aussi, dans ces conditions-là, on ne peut pas mettre 1 km de déchets sur 30 mètres de haut sur un tel site, en sachant qu'en plus, au plan hydrogéologique, c'est une zone qui est très souvent inondée, qui pose d'ailleurs un problème majeur à GDE depuis le début, parce qu'il n'arrête pas de faire comme une Shadok et de pomper, et les experts ont même mis en évidence qu'il y a 1000 mètres cubes de lixivia qui ont disparu. Ça, c'est dans le cadre de l'expertise in situ que l'on fait, que l'on a obtenu votre expertise. Celle-là, elle n'est pas encore définitive. Il a été plaidé à la Cour d'appel le 26 mars, donc avant-hier. GDE a demandé bien sûr que cette expertise soit annulée. Donc nos avocats ont été à la Cour d'appel de Caen pour indiquer à quel point cette expertise était importante. On espère bien là aussi avoir une décision positive de la Cour d'appel. Ils iront en Cour de cassation. Mais c'est quand même important parce que cette expertise nous a donné la possibilité de nous rendre compte que le site n'était pas correctement conçu, n'était pas correctement construit et qu'il y avait des risques majeurs et que très probablement la pollution qui a été identifiée, la pollution des eaux qui a été identifiée, venait de ces défauts de conception et de construction. Et on ne croyait pas si bien dire parce que on a, non pas par hasard, mais par notre réseau, on a appris que le tribunal de grande instance de Paris avait pris une décision le 26 février, une décision à la demande de GDE, de faire nommer un expert pour identifier quels étaient les responsables de tout ce qui empêche ce site de fonctionner entre les constructeurs et GDE. GDE a assigné 18 entreprises de construction et compagnies d'assurance au mois de janvier, dont la préfecture, d'ailleurs, ils ont aussi assigné la préfecture, pour identifier qui est responsable de tous les désordres. Désordres qui ont été identifiés dès le 23 août 2013, 2 mois avant l'ouverture. GDE a ouvert un site en sachant très bien que ce site ne pouvait pas fonctionner. On en a maintenant la preuve. Et on en a doublement la preuve parce que le TGI de Paris a ordonné effectivement une expertise. Mais on s'est aussi procuré l'assignation de GDE que GDE ne voulait pas donner. Et on a menacé de leur demander 10 000 € d'astreinte par jour s'ils ne fournissaient pas cette assignation. Ils ont fini par lâcher. Et dans cette assignation, on apprend plein de choses intéressantes. On apprend d'abord, je vais quand même vous lire, ça vaut la peine, c'est écrit par GDE, par l'avocat de GDE, que l'apparition des désordres, ça c'est la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire une des entreprises de maître d'œuvre, que les talus des bassins ont été prévus avec une pente de 45 degrés, ce qui a été justifié par le calcul, la société GDE ayant découvert beaucoup plus tard que la dite justification reposait en réalité sur des hypothèses de terrain sec sans apport d'eau de surface. Donc les bassins ont été construits sans prendre en considération les eaux pluviales. C'est-à-dire que la pente de ces bassins ne correspond pas du tout. Il faut tout faire. Ce site ne peut pas fonctionner. La préfète me l'a confirmé. J'ai eu au téléphone il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Elle est parfaitement consciente que ce site ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, il n'y a pas que les bassins qui posent problème. Un peu plus loin, il est dit dans cette assignation que... Attendez, il faut que je retrouve la page parce qu'il y a tellement de choses. En gros, la Tréal a mis GDE en demeure, voilà, le 8 décembre 2014, c'est récent. C'est après la fin du blocage, ça n'a plus rien à voir avec le blocage. A mis GDE en demeure le 8 décembre de justifier la bonne perméabilité des barrières de sécurité passives et actives. Alors il semblerait que ce ne soit pas le cas du tout. Donc non seulement les bassins ne sont absolument pas adaptés à ce genre d'activité, il faut les refaire, mais l'alvéole elle-même n'est pas sûre. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi
Il y a eu en 2 jours de dépôt de déchets la pollution qui a été observée pendant quelques mois. Même si aujourd'hui, l'avocat de GDE ne cesse de dire que c'est de l'eau déviant et qu'on peut boire. C'est sûr qu'au bout d'un an et demi, tout ça, ça a été lavé, et l'eau qui va dans les bassins, c'est de l'eau de pluie, c'est sûr. Mais voilà, donc on a la preuve, par cette assignation, rédigée par un des avocats de GDE, avec que GDE était parfaitement conscient de toutes les difficultés. Il est dit aussi que GDE a voulu ouvrir à tout prix en avance le 22 octobre, alors même que les travaux n'étaient pas réceptionnés. Et si les entreprises, aujourd'hui les 18 entreprises et compagnies d'assurance s'opposent à GDE, c'est qu'ils considèrent que GDE a pris un risque, et ils ne veulent pas être responsables du risque qu'a pris GDE. C'est logique. Alors pourquoi est-ce que GDE fait ça? Parce que GDE, le modèle économique de GDE, c'est pas de gagner de l'argent avec le site, c'est de gagner de l'argent en faisant des procès. Alors, premier procès, c'est contre les riverains, c'est le procès d'Alençon et de Versailles, où ils demandent des sommes faramineuses pour cause de blocage. Mais là, vous voyez bien que le blocage, il n'y a plus de blocage. Les ordres étaient avant. Ce pas les bloqueurs qui sont responsables. Deuxièmement, ils attaquent l'État, parce que l'État n'a pas fait lever le blocus suffisamment tôt, et l'État est très mal défendu, et je sais, parce que Yves Gouasdoué me l'a dit, que le précédent préfet s'était vanté d'avoir fait condamner l'État pour obliger l'État à intervenir et à faire virer les personnes qui étaient dans le site. C'est pour ça d'ailleurs que l'on essaye aussi d'entrer dans cette procédure pour avoir le dossier de plaidoirie, il faut savoir un petit peu ce que l'État, sous l'autorité de l'ancien préfet, a écrit. Je suis à peu près sûr que l'État ne s'est pas défendu. La préfète d'ailleurs ne l'a pas dit, mais je pense qu'elle est consciente de toutes les erreurs qui ont été commises avant qu'elle soit nommée. Donc là aussi, la Adréal est en train de faire vérifier que la sécurité minimale, la sécurité active et passive, c'est-à-dire la sécurité passive, c'est les 100 mètres, soi-disant, de l'argile, et la sécurité active, c'est toutes les membranes qui sont mises sous les déchets pour éviter que les lixiviats aillent dans la nature. Donc voilà, les bassins ne sont pas du tout aux normes, ils n'ont pas été construits comme ils le devaient, la sécurité n'est pas du tout assurée. Je passe d'autres détails. Normalement, il devait y avoir des filets pour empêcher que les poussières ne s'envolent. Les filets, ils ont tenu une journée et ils se sont envolés. Donc ils ont déposé au mois d'octobre des déchets, alors même qu'il n'y avait plus de filets. On en avait suffisamment pour lui dire, on avait quelques éléments qui ont été repris, en particulier un constat d'huissier dont vous avez parlé, des photos qui avaient été prises par l'huissier de GDE, qui démontraient que les bassins, avant l'ouverture du mois d'octobre, étaient en mauvais état. Et donc on avait demandé à la préfète de prononcer la caducité d'une autorisation de cette nature à une durée de vie de 3 ans. Donc, en février 2014, ça devait être interrompu. S'ils ont ouvert au mois d'octobre, forcément, alors même que les travaux n'étaient pas réceptionnés, c'était justement pour ne pas tomber sous le coup de cette caducité. Mais ouvrir sur un site qui n'est pas terminé, qui n'est pas réceptionné et qui est dangereux, on peut estimer qu'à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas ouvert. Donc là, on est dans une bataille mais qui est administrative. Il faut que l'on arrive à convaincre l'administration qu'elle a un argument, un superbe argument, pour dire effectivement, votre autorisation est caduque. Notre problème est que l'administration a peur de GDE. Le GDE est une entreprise qui menace de faire payer des sommes absolument faramineuses à l'État. Et les fonctionnaires qui gèrent le dossier ont la trouille. Ils ont la trouille que l'État soit condamné, d'autant plus que la situation budgétaire du pays est catastrophique, et que le moindre million est regardé à la loupe. Et on sait que les ministres successifs de l'écologie et le ministre de l'Intérieur n'ont aucune envie de payer le moindre centime. Il faut maintenant leur faire comprendre qu'ils ont tous les arguments pour dire à GDE, vous n'avez pas fait les choses correctement, vous n'avez pas respecté les prescriptions, votre autorisation est caduque, au revoir, et on ne vous doit rien. C'est l'opinion de l'ancien médiateur, Pierre Laoche, que j'ai régulièrement au téléphone, et qui quelque part est assez réjoui de tout ce qui se passe là, parce que lui avait proposé l'année dernière, au mois de mars, au mois d'avril, dans son rapport à la ministre, de suspendre l'autorisation de l'île. Il s'était fait contrer par, je vous l'ai dit plusieurs fois, les ingénieurs des ponts, la Direction générale de la prévention des risques, qui considéraient que si on lâchait sur ce dossier, ils seraient obligés de lâcher sur d'autres dossiers, ne voyant pas véritablement les problèmes propres à ce site, qui sont des problèmes quand même considérables. Donc maintenant, nous allons remonter
j'allais dire, sur notre cheval, pour politiquement et médiatiquement faire en sorte que non seulement tout ceci soit connu, mais soit pris en compte. On a aujourd'hui suffisamment d'éléments juridiques, réglementaires, techniques, pour demander la fermeture de ce site. Ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir immédiatement, mais on a beaucoup d'arguments. On a incontestablement une préfète qui est beaucoup plus consciente des choses que son prédécesseur, qui avait une position presque idéologique tranchée, en décidant, il y a une décision, en disant il y a une décision de justice, elle doit être appliquée, circuler, il n'y a rien à voir. Si demain il y a des problèmes, on sera toujours à même d'intervenir. Là, on a une personne qui est plus réfléchie, mais qui n'est pas forcément bien épaulée, ni au niveau de ses services, ni au niveau des ministères. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'au niveau des ministères, la prise de conscience soit telle qu'ils aient un peu de courage, et qu'au niveau des services, elle s'appuie sur des services peut-être plus compétents que ceux sur lesquels elle s'est appuyée. Il faut quand même savoir qu'au mois de janvier et de février, la fameuse ordonnance de référé du tribunal de grande instance qui ordonne cette expertise avec les 18 entreprises, le préfet était entré dans la cause, il n'était pas représenté. La préfecture n'était même pas représentée. Quand on a rencontré la préfète au mois de février, elle n'était pas au courant. L'assignation date du 23 janvier. Ce qui veut donc dire que les services n'ont pas fait remonter à son niveau. Alors, je crois qu'elle est en train de mettre en place elle a pris des dispositions pour peut-être travailler au niveau régional avec des représentants de l'ADREAL qui sont un petit peu plus responsables. Il y a incontestablement une responsabilité de certaines personnes de l'administration à cet effet. Alors quand Alain Lambert dit « moi je m'occupe que des tuyaux, c'est une affaire de riches », c'est lamentable, parce que c'est un ancien ministre, c'est un président du Conseil général, qui a laissé faire un projet scandaleux, qu'il l'a poussé, parce qu'il l'a vraiment poussé quand on voit ses courriers, et qu'il soit capable de dire aujourd'hui que lui il est responsable de rien et que c'est une affaire de riches, très sincèrement, j'espère que ces responsabilités seront mises en évidence par la justice, parce qu'elles sont considérables. Voilà où nous en sommes. Monsieur le ministre, dans quelques jours, ou que ce ministre d'un autre département ministériel. Donc nous attendrons mi-avril. Mais nous allons remobiliser les parlementaires courageux, il n'y en a pas énormément. Il y en a certains qui se sont occupés du dossier pendant un certain temps. On n'entend plus parler. C'est un silence radio total de certains parlementaires. Madame Louvagie a posé une question il y a un mois et demi ou 2 mois totalement à contresens. Elle a donné l'occasion à Madame Royal de dire je n'y peux rien. Quand on pose des questions au Parlement, il faut poser des questions pour faire en sorte que le ministre exerce une responsabilité. Si on lui pose une question qui lui donne la possibilité de défausser sa responsabilité, ça ne sert strictement à rien. Peut-être que Mme Louvagie n'était pas suffisamment au courant des choses ou qu'elle n'a pas envie d'être au courant des choses. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus locaux. Bon, Jean-Claude Lenoir est au courant du dossier. Sachez quand même que tous les députés, tous les sénateurs qui doivent être informés sont informés. On leur envoie régulièrement des éléments, des notes. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Alors il y en a quelques-uns qui sont plus courageux et plus audacieux que d'autres, que l'on va réactiver maintenant, pour qu'avec la ministre ou le nouveau ou la nouvelle ministre, il y ait une décision. Il y a un article du Code de l'environnement, l'article 514.7, qui donne la possibilité à la ministre de l'écologie de suspendre l'autorisation. Il y a assez d'éléments pour le faire. Delphine Bateau, vous l'avez dit, que vous avez rencontré en novembre, en est intimement convaincu. Donc ça, maintenant, avec tout ça, on doit pouvoir obtenir une décision, peut-être pas dans le mois, mais dans les mois qui viennent. Si cette décision n'intervient pas, ça veut dire que GDE continue à faire pression d'une manière excessive, mais ça n'aura qu'à temps. C'est long, c'est difficile, mais vous savez, en 2-3 ans, on a parcouru un chemin considérable. Il faut quand même savoir qu'on a bloqué, alors au sens physique et puis au sens juridique et au sens politique du terme, un site qui avait toutes les autorisations, qui a toujours toutes les autorisations pour ouvrir, et que progressivement, c'est comme les mâchoires d'un frein. Les mâchoires se resserrent, l'entreprise peut exercer depuis le 6 octobre, elle n'a rien fait. Ça fait 5 mois que l'entreprise peut utiliser ce site. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Et c'est pas demain qu'ils vont exploiter ce site. Même si l'avocat de GDE, un des avocats, dit oui, on peut exploiter en mode dégradé,
on amène les déchets et on ramène les lixiviens en camion-citerne. C'est intelligent, c'est le genre de truc complètement idiot. Ils essaient d'entretenir l'illusion qu'ils peuvent exploiter pour pouvoir demander des dommages et intérêts à la fois aux riverains, à l'État et demain aux constructeurs. Voilà. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire, mais il y a pas mal de... On s'en soucie pas, c'est pas plus grave que ça. Le moment venu, on fera peut-être ce qu'il faut pour éviter que tout le travail... Merci bien. En période d'élection, je connais pas grand-chose en élection. Mais Lambert risque dans 15 jours ou 3 semaines d'être président du Conseil général. Parce qu'il va sûrement être élu à Davigny, parce qu'il y a une triangulaire, c'est sûr. Par contre, derrière, il y a le 3e tour. Et au 3e tour, avec le nouveau, il semblerait, sur le papier, qu'il soit plus président du Conseil général. En fait, ça fait une bonne chose. Est-ce que vous croyez qu'il y a moyen, après, de se rapprocher si tel était le cas, il y aurait moyen, en partant dès le départ, de se rapprocher du nouveau président du Conseil général pour avoir la porte ouverte? Je pense que ça serait pratique. Si c'est le cas, absolument. C'est ce qu'on a fait avec la préfète. Dès qu'elle a été nommée, on a pris contact avec elle, elle nous a reçus un mois et demi après. Et elle nous a très bien reçus. Alors que Moreau, je peux vous dire que c'était même pas la peine d'envisager qu'il en soit. Lambert est un des hommes qui bloquent ce dossier. Si on avait un président du Conseil général qui s'était engagé depuis le début en disant attendez là, c'est une décision dangereuse pour la région, qui aura un impact sur la santé, sur l'économie, moi en tant que président du Conseil général, même si je n'ai pas l'autorité formelle pour m'y opposer, j'ai une autorité politique suffisante, surtout ancien ministre, relativement bien avec le gouvernement actuel au passage, il avait une autorité politique suffisante pour porter en fait notre combat. Ce qui nous manque depuis le début, c'est un politique de rang national qui porte le combat. Bonsoir, je voudrais vous demander quelles pourraient être les stratégies pour forcer l'ancien préfet Maréchaux à sortir de sa réserve. La stratégie, elle est simple. Il a été expliqué au parquet financier national qu'un des hommes clés parfaitement informé de cette affaire, c'était le préfet Maréchaux. Donc, il est probable qu'ils vont l'entendre. Et le préfet Maréchaux nous a fait savoir que lui, s'il était convié par la justice, bien évidemment, il ne pouvait pas faire autrement. Le préfet fonctionnaire, il s'y rendrait et il dirait tout ce qu'il avait. Voilà. C'est pour ça aussi que cette affaire est montée, parce que c'était difficile pour le procureur d'Argentan d'entendre le préfet Maréchaux, d'entendre toutes les personnes qui doivent être entendues. Le parquet financier national, ils ont l'habitude d'entendre les politiques, le préfet, les gens. Petite remarque suite à la question de Louvagie, il me semble que ça a quand même permis, dans la réponse qui a été faite par la porte-parole de la ministre, qui est une secrétaire d'État à ce moment-là, si je me souviens bien, de l'entendre dire textuellement que les services de l'État en question avaient quand même procédé à 10 ou 12, je crois qu'elle citait, inspections sur le terrain, qui n'avaient, dans les 2 dernières années, qui n'avaient révélé aucun dysfonctionnement particulier. Alors, au regard de ce que vous avez fait apparaître la semaine dernière, issu du tribunal de grande instance de Paris, je trouve ça assez intéressant de mettre les deux en parallèle, de dire que l'État n'a rien remarqué et le dire devant la représentation nationale, alors même que GDE savait et reconnaît, a posteriori certes, mais reconnaît savoir à l'époque que le site n'était pas en état. Vous avez raison, mais la question posée par Mme Louvagie avait pour seul objectif de faire dire à la ministre qu'il y avait eu des inspections, qu'il n'y avait pas de problème. Alors maintenant, ça va nous servir. Maintenant, bon, ça va nous servir de manière limitée, parce que les réponses devant l'Assemblée nationale d'un ministre n'ont pas valeur réglementaire. Enfin, ce sont des éléments qui viennent s'accumuler avec d'autres éléments. Et la ministre pourra toujours dire que ses services n'étaient pas informés, et que maintenant, elle a fait le nécessaire, elle a diligenté une enquête, et qu'on va voir ce qu'on va voir. Ça, c'est classique. Oui, mais c'est ça, en bondissant sur cette réponse-là, ça peut permettre, avec des éléments nouveaux, quand même, de la contraindre un peu plus, me semble-t-il, de dire, effectivement, tiens, je vais aller voir mes services qui font bien leur boulot, quoi. Et ce qui peut contraindre l'administration, c'est... Le pognon. Le pognon
ou que le ministre ou que la ministre soit prise à partie par la presse. Alors là, en général, alors la presse, on a des contacts réguliers, il y a régulièrement des articles. Alors, je ne parle pas de la presse Ouest France, Tendance Ouest, où là, dès qu'on leur envoie un communiqué, ils relatent, ils posent des questions à GDE, en général, ils essaient de trouver un bon équilibre. À cet égard, je veux dire que France 3, quand je suis intervenu il y a une dizaine de jours, a fait une synthèse avant qui était impeccable. Impeccable. Vous n'avez pas habitué, même si on a une bonne relation avec France 3, et ça, c'est une bonne chose. Ouais. Au niveau national, il y a les grands organes de presse, que ce soit Le Monde, Marianne ou d'autres qui ont fait des articles, France 3, ils suivent. Mais il y a tellement d'actualités, ils ne rebougeront que s'il y a une nouvelle actualité. Là, on est en train de faire monter une actualité, et donc, je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir à nouveau des articles de fond en appui des actions que l'on mène auprès des politiques. Comment peut être utilisé dans leur défense l'argument qui consiste à dire que finalement, en bloquant, ils ont épargné à GDE d'apporter peut-être pendant les 5 mois avant que soit ordonnée la fermeture du site, d'apporter peut-être 100 000 tonnes qui étaient restées sur les mêmes bases de fonctionnement que les 2 premiers jours. 100 000 tonnes qu'ils auraient été contraints non seulement de réenlever, mais de retrier avec 3 personnes qui auraient occupé les 3 personnes en question un certain nombre de siècles sans doute. Tu devrais nous Alors, remercier. à Alençon, parce que c'est la procédure d'Alençon, nos avocats, il y a toute une étude financière qui a été faite. Dans l'étude financière, il y a l'hypothèse, effectivement, si GDE avait amené 150 000 tonnes et avait dû les enlever, ça aurait coûté combien? Ça aurait coûté une fortune à l'entreprise. Bon. Mais ça aurait pu coûter aussi une fortune à l'État, parce que les riverains auraient pu appeler l'État en garantie. Donc de toute manière, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Mais là, nos avocats ont demandé le sursis à statuer. Compte tenu des éléments qu'on vient d'avoir, on a dit clairement les bloqueurs qui sont pour rien. Si le site est en mauvais état, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de construction et de conception. Donc, sursis à statuer. Et là, GDE est très emmerdé, ils ne savent pas quoi répondre. Donc, ils ont demandé, l'audience avait lieu, c'était une audience de mise en état, ce n'est pas encore l'audience définitive. Ça avait lieu le 24 mars, ça a été repoussé au 28 avril. Et là, il va être statué, sursis à statuer ou pas. Mais je pense, franchement, je ne vois pas comment GDE pourrait obtenir quoi que ce soit après. Il y aurait un moyen, soit judiciaire, soit justement de refaire faire un constat fichier, d'analyser si le site est réellement encore dégradé depuis cette date-là. Parce que s'il ne s'est pas dégradé, si il est dans l'état où il était le 13 octobre, ça aussi, ça dédouane complètement le blocage en disant il y a eu peut-être blocage, mais de toute façon, il n'y a pas eu de dégradation complémentaire. Mais on a ces informations, puisque l'expertise sur le site, qui remonte au mois de juin, ils ont le même objectif, c'est d'identifier s'il n'y a pas des défauts de conception, de construction, etc. Donc demain, on pourra comparer l'expertise que l'on a faite avec l'expertise que fera l'expert qui est là, sauf qu'il va falloir entrer dans la cause là aussi, pour avoir les éléments. Mais à mon avis, ça s'est dégradé, mais naturellement, 1 an après, mais encore une fois, l'état des bassins en août-septembre 2013 était déjà totalement dégradé. C'était déjà le cas. Oui, enfin, qui n'était pas du tout adapté. Oui, non mais ils étaient déjà dégradés, il y avait déjà des fissures, il y avait déjà plein de choses, et ils n'avaient pas la bonne pente. Alors on a assez d'éléments aujourd'hui, je pense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de normalement, ça va être une grande opération avec ces différents. Monsieur Carl, où en est la procédure envers la SAFER pour les fameuses terres qui sont en train d'aménager, et me semble-t-il, ça ressemble plus maintenant à un futur centre d'entraînement ils vous ont piqué le projet, plus ou moins, non? Ils ont, il y a d'autres affaires, ils ne font pas de travaux. Oui. On continue à planter des arbres avec des chevaux. La SAFER, il y a eu un conseil d'administration en mois de décembre qui devait voir la préfète. On en a parlé à la préfète d'ailleurs. Donc on attend aujourd'hui que la préfète, comme représentante de l'État, donne son aval ou non à cette décision. Parce qu'il faut qu'il y ait l'aval du préfet. Je pense que la préfète elle a transmis le dossier au ministère
d'administration avait donné son feu vert sous condition d'accord du préfet. Ça, c'était en décembre. Comme le préfet a changé, la nouvelle préfète est arrivée à la fin du mois de décembre. D'après ce qu'on a compris, elle avait plein de dossiers sur le dos. Je ne suis pas sûr qu'elle ait mis ce dossier en question. Le deuxième titre de ce journal, c'est le coup de théâtre judiciaire dans le dossier de la décharge GDE de Nonant-le-Pin, dans l'Orne. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 26 février, une ordonnance affirmant que l'exploitant savait dès avant la mise en service du site que sa décharge connaissait de nombreuses malfaçons rendant impossible son exploitation. Et pour en savoir plus, eh bien, la justice nomme un nouvel expert pour faire la lumière. Explication, Pierre-Marie Puot. Mais pourquoi donc la société GDE poursuit-elle le préfet de l'Orne et les sociétés impliquées dans la construction du centre d'enfouissement de Nonant-le-Pin? La réponse apparaît à la page 6 d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris. Le 23 août 2013, GDE constate que la réception des travaux de plusieurs lots est impossible. Le chantier souffre de nombreux retards. Des désordres qui affectent la quasi-totalité des ouvrages empêchent l'exploitation du site. Aujourd'hui, la société GDE, qui s'estime lésée, réclame donc des comptes aux entreprises. L'affaire est somme toute assez classique. Mais pour les opposants à la décharge de Nonant-le-Pin, cette procédure soulève d'autres questions plus préoccupantes à leurs yeux. Si des désordres étaient constatés sur les ouvrages en août, comment l'entreprise a-t-elle pu y déverser des déchets en octobre? GDE a-t-elle sciemment décidé d'exploiter une décharge inexploitable? Enfin, dernière interrogation et non des moindres, pourquoi les services de l'État ont-ils donné leur feu vert? Alors voilà une décision, vous l'imaginez, qui remplit de satisfaction les anti-GDE. Justement, nous retrouvons en direct de Paris Jacques Carle, conseil des associations des opposants à la décharge. Bonjour. Alors, est-ce que cette ordonnance, d'après vous, rebat les cartes autour de ce dossier? Oui, elle rebat les cartes dans la mesure où elle fait apparaître clairement que GDE était parfaitement au courant que son site était inexploitable. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi GDE, sinon pour couvrir sa responsabilité, poursuit 18 entreprises et compagnies d'assurance. C'est qu'elle est bien consciente que demain, GDE pourra être recherché en responsabilité et à travers elle peut-être aussi les services de l'État qui ont laissé déposer des déchets, voire même qui ont accompagné les camions de déchets avec la force publique le 22 octobre 2013, alors même que tout le monde savait, et GDE en premier, que ce site était inexploitable. C'est gravissime, c'est un véritable scandale environnemental. Alors effectivement, vous le précisez, cette procédure devant le TGI de Paris, elle n'a pas été introduite par vous, les opposants, c'est une initiative de GDE. C'est une initiative de GDE qui cherche, comme je dis, à se couvrir et qui cherche aussi à probablement essayer de faire de l'argent auprès de tout le monde. Il faut savoir que GDE poursuit des citoyens qui sont venus sur le site lors de la période du blocage auprès du tribunal d'Alençon pour 16,4 millions. GDE poursuit l'État pour 14 millions. Et là, GDE poursuit les entreprises qui ont participé à la construction. C'est une véritable machinerie financière qui est absolument scandaleuse. Parce que si le blocage n'avait pas eu lieu, il y aurait eu des centaines de milliers de tonnes de déchets illicites aujourd'hui et une pollution gravissime de l'environnement. Jacques Carle, GDE affirme au regard d'autres décisions de justice être en droit de reprendre l'exploitation quand bon lui semble, peut-être dans le courant de l'été. Est-ce que vous pensez que cette position est toujours tenable aujourd'hui? Je dirais qu'administrativement, l'autorisation de GDE est toujours valable. Mais franchement, aller exploiter un site qui est dans un tel état, ça serait là... plus qu'un scandale environnemental, ce serait une catastrophe environnementale voulue. Je ne vois pas pourquoi GDE le ferait et pourquoi l'État laisserait faire. On est aujourd'hui arrivé à un point où l'État a tous les éléments pour prendre une décision au moins de suspension de l'autorisation et très probablement de suppression de cette autorisation. GDE n'est pas capable d'exploiter ce genre de site et en plus ce site se trouve dans une région d'élevage et tout le monde sait qu'il est extrêmement mal choisi. Je crois qu'aujourd'hui tous les éléments sont réunis. D'ailleurs, nos avocats vont demander le sursis à statuer dans les différentes procédures où GDE poursuit les différents opposants. Merci Jacques Carle de ces précisions. Autre décision